Nous allons explorer ensemble l'Égypte afin de découvrir la véritable histoire de l'une des plus célèbres reines de l'Antiquité. Cléopâtre. La beauté légendaire qui a pratiquement mis à genoux l'Empire romain. Qui était cette femme extraordinaire? Comment a-t-elle réussi à régner sur l'un des plus grands empires de l'Antiquité? Et pourquoi sa mort a mis fin à 3000 ans de règne pharaonique? Notre quête va nous amener à fouiller le désert à la recherche de momies, à plonger au cœur des ruines des palais et à faire face à un meurtrier royal. Vous d'abord. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Le cobra égyptien, l'une des créatures les plus meurtrières de l'Antiquité. Le cobra était à la fois craint et vénéré par les Égyptiens. Il symbolise la mort et l'immortalité. Le cobra est également célèbre pour une légende. Son venin mortel serait à l'origine de la mort du dernier pharaon de l'Égypte antique. Je m'appelle Josh Bernstein et je suis venu en Égypte pour en savoir plus sur la vie de la reine légendaire, Cléopâtre. Et qu'y a-t-il de mieux pour commencer que d'affronter sa mort tragique? Selon la légende, Cléopâtre se serait donné la mort en se laissant mordre par un serpent venimeux. Si cette histoire est vraie, le serpent en question aurait certainement été celui-ci, le cobra égyptien. Il y a combien? 100 mg. 100 mg? 100 mg, oui. Ça peut tuer combien de personnes? 5 personnes. 5 personnes. Oui. S'il me mordait, je mourrais en combien de temps? 1 heure. 1 heure? Oui. Est-ce que c'est le serpent qui a tué Cléopâtre? C'est la légende. Et le problème est bien là. Nous pensons savoir beaucoup de choses sur Cléopâtre parce que sa vie a été racontée maintes et maintes fois par les historiens et par Hollywood. La version la plus crédible de ce mythe provient d'un historien antique du nom de Plutarque. Il décrit une reine magnifique et impitoyable. Pour satisfaire sa soif de pouvoir, Cléopâtre aurait séduit les grands dirigeants de l'Empire romain. À une époque où l'Égypte et Rome étaient enfermées dans une lutte épique pour la suprématie, les liaisons de Cléopâtre ont ébranlé l'Antiquité. Parmi tout ce que l'on sait sur cette reine légendaire, qu'y a-t-il de vrai? Il faut bien comprendre que l'histoire de Cléopâtre a été écrite par ses ennemis, les conquérants romains. Nous allons donc devoir faire de longues recherches pour séparer les faits de la fiction. Ma quête commence à Alexandrie, la ville portuaire au nord de l'Égypte. Il y a 2000 ans, cette ville était la capitale égyptienne, le siège du règne de Cléopâtre. Je me dirige vers la plus célèbre bibliothèque du monde, la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Malheureusement, il y a des siècles de cela, l'ancienne bibliothèque et tout son contenu ont été détruits. L'histoire de Cléopâtre, écrite par ses propres érudits, est donc perdue à tout jamais. Mais il existe peut-être une autre source d'information. J'ai rendez-vous avec l'historien égyptien Okasha El-Dali pour en savoir davantage. C'est la bibliothèque la plus incroyable que j'ai jamais vue. Nous sommes dans la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, où se trouve une collection unique de manuscrits anciens. Nos trésors sont tous ici. Okasha El-Dali étudie les textes arabes médiévaux. Longtemps ignoré par les intellectuels occidentaux, il dévoile un portrait de la reine égyptienne radicalement différent. Commençons par la vision romaine. Comment était-elle perçue par les Romains de l'époque? Ils ne l'aimaient pas et avaient peur d'elle. En réalité, les Romains ont dépeint Cléopâtre comme une séductrice coquette, souhaitant conquérir Rome et régner sur le monde.
Ces manuscrits la décrivent différemment? Exactement. Et que disent-ils? Beaucoup de ces manuscrits arabes sont élogieux quant à ses compétences de chef, et ils la décrivent comme une grande scientifique. Il n'y a pas une seule allusion à sa sexualité ni à son apparence physique. Même si ces textes ont été écrits bien après la fin du règne de Cléopâtre, ils s'inspirent des papyrus et documents écrits par ses contemporains. Ce compte-rendu écrit en 900 après Jésus-Christ est typique. C'était une grande philosophe. Elle appréciait la compagnie des intellectuels et a écrit des livres sur la médecine, les cosmétiques et sur beaucoup d'idées philosophiques. Pourquoi les Romains l'ont décrite comme une magnifique séductrice, alors que dans les textes arabes, c'est une intellectuelle respectée? Pour deux raisons. Les Romains détestaient l'idée d'une femme puissante, alors que les Arabes étaient davantage habitués à avoir des femmes compétentes au pouvoir. Ils n'étaient pas effrayés par une femme intelligente comme Cléopâtre, comme l'étaient les Romains. Est-ce que c'était une belle femme? Vous allez en juger par vous-même. Ok. Okasha El-Dali m'emmène au musée gréco-romain où, selon lui, je vais pouvoir faire la connaissance de Cléopâtre. Nous sommes à peu près sûrs qu'il s'agit de Cléopâtre VII, notre célèbre reine. Enfin, je la vois. Cette sculpture ne correspond pas vraiment à la belle femme présentée par Hollywood. Comment on sait que c'est Cléopâtre? Comme pour la plupart des statues royales de cette époque, nous ne pouvons pas en être sûrs à 100%. Nous sommes pratiquement certains qu'il s'agit de Cléopâtre VII, à cause des célèbres pièces de monnaie répertoriées. Je vais vous montrer ces pièces et vous pourrez vous faire votre opinion. Nous avons eu une autorisation spéciale pour entrer dans les coulisses du musée. Des pièces émises pendant l'Antiquité sont exposées dans un lieu sûr et bien gardé. Okasha El-Dali m'emmène voir une collection de pièces émises sous le règne de Cléopâtre. Elles datent de la dynastie ptolémaïque? Oui, toutes ces pièces, de Ptolémée Ier à Cléopâtre. Toutes ces pièces ont son visage de gravé. Oui, sur ces 7 pièces. Mais elles ne sont pas toutes en bon état. Les deux du bas sont bien conservés. La voilà. Cette gravure ressemble énormément à la statue que nous venons de voir. Et elle a donné son aval pour ces pièces? La monnaie doit être approuvée par les dirigeants, le représentant de la reine ou le monarque. Cléopâtre a certainement dû donner son aval. Elle n'était pas laide? Toute cette histoire est en train de devenir un mystère. Il existe deux visions complètement différentes de Cléopâtre. Pour découvrir laquelle est vraie, je dois en savoir davantage sur sa vie, sa dynastie et l'empire sur lequel elle a régné. Pour cela, je vais me rendre sur un site de sépulture antique afin de mettre à jour les secrets de la plus belle momie du monde. Je suis en Égypte à la recherche de la véritable histoire de Cléopâtre. Jusqu'à présent, j'ai découvert deux portraits contradictoires de la reine égyptienne. L'un d'entre eux provient de sources romaines antiques, où Cléopâtre était une belle femme qui a utilisé ses charmes au lieu de son armée pour capturer le cœur de César et de Marc-Antoine. L'autre portrait, trouvé dans les textes arabes anciens, la décrit comme un chef brillant, une philosophe et une scientifique. Ça n'a rien à voir avec la vision des Romains. Tout à fait. Pour réussir à percer le mystère, je vais devoir en apprendre davantage sur Cléopâtre et sa dynastie. Et je sais où aller pour ça. Je suis au musée égyptien du Caire, qui regroupe la plus grande collection d'objets égyptiens antiques au monde. Je suis venu rejoindre un vieil ami, le docteur Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Docteur Zahi, si quelqu'un peut me mettre sur la voie de la vraie Cléopâtre, c'est bien lui. Docteur Zahi, comment ça va? Ça fait plaisir, comment Vous allez-vous? êtes superbe. Merci. Où est le chapeau? Vous le verrez plus tard. Cette fois, je viens vous voir pour Cléopâtre. Allons voir des choses la concernant.
Le plus important à savoir sur Cléopâtre, c'est qu'elle n'était pas égyptienne. Elle était grecque. Comment une femme grecque a pu devenir aussi puissante en Égypte? Tout a commencé en 332 avant Jésus-Christ, lorsqu'Alexandre le Grand est arrivé en Égypte et qu'il a fondé Alexandrie. Le docteur Hawass m'explique que c'est Alexandre le Grand qui a instauré la suprématie grecque en Égypte. À sa mort, Ptolémée, l'un de ses généraux, est devenu le premier pharaon grec. Ses descendants ont régné pendant les 3 siècles suivants. Cette pièce renferme des objets d'art de cette époque. Pour avoir réussi à régner sur l'Égypte, à quel changement culturel la dynastie ptolémaïque a dû faire face? Tout d'abord, ils ont fait quelque chose de très intelligent. Ils ont associé les dieux égyptiens aux dieux grecs. Ensuite, ils n'ont pas construit de temple grec. Ils ont construit des temples égyptiens parce qu'ils dirigeaient l'Égypte. Au lieu d'imposer les valeurs et les traditions grecques à cette civilisation antique, la dynastie de Cléopâtre a réussi à s'imposer en devenant elle-même égyptienne. Voici un pharaon. Il n'est pas égyptien. Regardez son visage. C'est un grec. Et le Némès est un couvre-chef égyptien. La forme de son corps est égyptienne. La jupe est égyptienne. C'est le meilleur exemple pour expliquer à quel point les Ptolémaïques s'étaient égyptianisés, même s'ils étaient d'origine grecque. Si les Grecs s'adaptaient si bien à la culture égyptienne dans leur rapport à la vie, qu'en était-il pour la mort? Le mieux pour ça, c'est que je vous emmène à Saqqara. J'ai une surprise à vous montrer là-bas. Mais allons d'abord nous changer. Mettez votre uniforme, je prends mon chapeau et on y va. Prenez votre chapeau. Saqqara se trouve dans le désert, à 1 heure de route du Caire. C'est un cimetière, aussi appelé une nécropole. Pendant des siècles, les Égyptiens de l'Antiquité, riches ou pauvres, étaient amenés ici pour y être enterrés. Voici Saqqara. Le docteur Hawass m'explique qu'une équipe d'archéologues expérimentés fouille un nouveau site. Ce qu'ils sont en train de mettre à jour pourrait nous en apprendre beaucoup sur la période ptolémaïque. Il y a des restes humains partout. C'est un enfant? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de tombes d'enfants, les archéologues pensent qu'une épidémie a dû s'abattre sur la région. Cependant, les tombes ne comprennent ni nom, ni signe particulier. En l'absence de décoration et d'objets, il est difficile de les dater. Il nous faudrait une momie bien conservée d'un adulte. Cela nous permettrait peut-être d'établir un lien entre ce site, Cléopâtre, et sa dynastie ptolémaïque. Le docteur Carroll vient de dire qu'ils avaient bien étudié ce site en amont et qu'une momie est très certainement présente à cet endroit. Ils vont l'ouvrir pour la première fois. Quelle chance incroyable de pouvoir assister à la découverte d'une momie. Il faut prendre beaucoup de précautions. Les restes de tissus et de fragments osseux sont les preuves fragiles du passé. C'est un travail minutieux. Trouver quelque chose d'intact est une exception, pas une règle. Je vais vite m'en rendre compte. C'est en mauvais état. Des pilleurs de tombes nous ont devancés. À un moment donné, au cours des 20 derniers siècles, le corps qui reposait ici a été déterré et détruit. Peu importe les indices qu'il y avait, ils ont disparu il y a bien longtemps. C'est le cas de beaucoup de tombes à Saqqara. À la recherche de trésors, les voleurs les ravagent. Zahi Hawass décide donc de me montrer une précieuse découverte. En 2005, une de ses équipes d'archéologues a fait une découverte exceptionnelle. Un trésor enterré dans ce site et sans indication particulière. Un sarcophage en bois, vieux de 2300 ans, datant de la dynastie ptolémaïque. C'était déjà remarquable de voir ça, mais lorsqu'ils ont ouvert le cercueil... Et voilà. C'est la plus belle momie jamais découverte en Égypte. À quoi on reconnaît la dynastie?
Tout d'abord, on le voit au visage avec le masque. C'est le masque typique qui marque le début de la période ptolémaïque. Ensuite, la forme de la momie est aussi typique de la Grèce. Et pour finir, les inscriptions et les couleurs. On ne les trouvait qu'au début de la période grecque. Cette momie confirme que les ancêtres de Cléopâtre ont abandonné leur tradition funéraire grecque en faveur des rites égyptiens. Pourquoi les Grecs ont renoncé à leur culture ?